Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer. Toutes nos excuses pour ce léger retard à accuser les principaux titres de ce journal. Certains quartiers de la capitale gabonaise semblent n'être pas pris en compte dans le projet de réhabilitation de voiries urbaines. C'est le cas à Lenakiri, dans la commune d'Ovendo, où la dégradation avancée de la route ne facilite pas la fluidité du trafic. Emmener les jeunes à faire des choix d'études et de formation adaptés au marché de l'emploi, c'est l'un des principaux enjeux du Salon national de l'étudiant organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et puis, en Libye, au moins 11 migrants morts noyés après le naufrage des navires au large des côtes libyennes. Les migrants tentaient de regagner l'Europe, vous le verrez dans ce journal. On commence tout de suite avec la dégradation de l'axe routier Carrefour-Sobraga à Lenakiri qui s'accentue au fil des ans sous l'effet des pluies diluviennes et du manque d'entretien. La circulation dans cette partie de la commune d'Ovendo ne facilite pas la tâche aux automobilistes. Plus de précisions dans ce reportage signé d'Orcelia Pendi. Le niveau très avancé de dégradation de la route du quartier à Lenakiri rend très difficile le quotidien des riverains. À pied ou en voiture, le tronçon routier oblige les habitants à de gros efforts physiques et les transporteurs à un parcours de combattants. Pénalise beaucoup, surtout ceux qui ont des automobiles. Et sachant bien qu'il y a un lycée ici, donc c'est difficile pour certains élèves d'arriver ici. Et certains transports urbains ont du mal à arriver dans ce quartier par rapport à la dégradation de cette route. Les premières victimes de désagréments causés par l'état de dégradation de la route, ce sont certainement les élèves, et ce n'est pas sans conséquence sur les notes, pouvant ainsi remettre en cause un trimestre. Oui, souvent il y a certains taximans qui refusent parce que la route n'est pas bien, donc on arrive en retard à l'école. Et puis, si on pêche, les voitures qui nous prennent depuis là-bas, ça nous empêche d'arriver ici. Donc on arrive presque tout le temps en retard. Comme là, nous sommes en retard, on est en période de devoir, nous sommes en retard. Le projet d'amélioration du Grand Libreville et les agglomérations de l'intérieur du pays d'ici août 2023 reste une lueur d'espoir pour ces populations qui, depuis près de 7 ans, attendent l'amélioration de leurs conditions de déplacement et se disent abandonnés à eux-mêmes. Ouf de soulagement pour les élèves et personnels administratifs des établissements lycée national Yomba Indjenje Ngonju, privé d'eau potable depuis plusieurs années. L'eau coule désormais dans les robinets, les élèves peuvent s'en servir. Le constat a été fait par Jessica Andjoa. Regardons. Un ouf de soulagement pour les élèves et enseignants. L'eau potable est enfin de retour au sein des établissements scolaires. Il y a quelques années, aucune goutte ne sortait des robinets. Je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très belle initiative parce que nous en avons besoin, nous n'en avons pas assez. Parce que ça nous aide déjà qu'au moindre déplacement, s'il y a une pompe qui est très éloignée, nous devons faire un long chemin, ce qui fait en sorte qu'on peut arriver en retard en cours. Et là, le fait que ça soit accessible, donc proche de nos classes, ça nous arrange. Ceci nous permet de bien s'hydrater par rapport à l'EPS, quoi. On peut genre se doucher après les cours et tout. En plus, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Lâche de l'eau c'est la vie. Sans eau, on ne peut pas. Regarder sur ce soleil comme ça là. Le projet Pied-Pal a été mis en place dans l'optique d'améliorer le quotidien des enseignants et enseignants. On dit souvent que les infrastructures précèdent le développement. Donc si aujourd'hui nos autorités ont compris qu'il faut le faire, il faut marcher sur cette voie ou aller dans cette démarche, c'est louable. On ne peut que s'en féliciter. On avait souvent des soucis d'eau. Bon, on dira que c'est dans toute la ville. Mais si aujourd'hui, ils ont déjà pris le devant pour commencer ces installations dans les écoles, c'est déjà une bonne initiative. C'est ici 27 km de canalisation totalement rénovée avec le programme intégré d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Libreville. Les vacances scolaires pour le compte de l'année académique 2022-2023 approchent à grands pas. Les parents pourront un tant soit peu se décharger de quelques obligations et réaliser quelques économies pour réaliser certains projets.
Plus d'explications avec Jessica Ondjoa. Déposer et récupérer chaque jour, l'argent du taxi au quotidien prend fin dans quelques semaines, bientôt la fin d'année scolaire pour les classes intermédiaires. Une nouvelle bien accueillie par certains parents d'élèves dont la routine était quelquefois pesante. Pour moi, c'est souffrir d'aller chaque matin se réveiller 6 heures pour aller déposer les enfants. Quand ils vont prendre les vacances, ça sera un soulagement et puis moins de dépenses. Chaque jour, 500 le goûter. C'est moi qui pars chercher avant d'aller à l'école. Et ça me soulage aussi. Après 9 mois de cours, un repos s'impose, un ouf de soulagement qui fait appel au projet de grandes vacances. Je suis content que bientôt il y a les vacances parce que je veux partir au Togo voir mon grand-père. Après l'école, il faut quand même aussi prendre une petite pause. Je suis quand même content pour la pause. Le corps enseignant et les élèves prennent des dispositions pour un meilleur rendement à quelques semaines de la fin d'année scolaire. Les ABC des notions enseignées au cours de l'année, les livres et autres fournitures vont devoir faire une pause au grand bonheur des uns et des autres. Retour sur la célébration hier de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La rédaction a mis un accent particulier sur l'apport de la médecine traditionnelle dans le combat contre cette maladie. Des explications avec Maya Meza. Le Gabon, à l'instar du reste de la planète, vient de célébrer la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, une maladie qui continue de faire des ravages, notamment en Afrique. Même si la médecine moderne connaît des avancées significatives en matière de traitement de cette maladie, la médecine traditionnelle dispose également des atouts nécessaires. Et nous, dans la médecine traditionnelle, nous avons donc ce traitement qui consiste à protéger d'abord le foie, qui est un organe très important de notre organisme, et ensuite de purifier le sang. Donc nous avons des traitements contre le palu. Je ne sais pas si je peux en citer. Nous avons d'abord, en premier lieu, ce mélange, cette infusion de deux plantes, deux arbres de notre forêt, de la forêt gabonaise, notamment l'arbre qu'on appelle enfant écouk et l'autre, toujours enfant, qu'on appelle onfouo. Donc ces deux arbres bouillis et bien traités sont des médicaments efficaces pour le palu. Les traditionalistes disposent des éléments appropriés pour détecter cette pathologie. Et dans la médecine traditionnelle, nous avons personnellement, parce que je traite de cette pathologie, constaté que le palu a une particularité. C'est que ces fièvres donnent généralement au malade la transpiration. Donc le malade sue malgré le fait qu'il ait à l'intérieur une impression de fraîcheur. Donc c'est déjà un symptôme, c'est déjà un aspect. Et ensuite, il y a le mal des articulations. Le mal aux articulations, à ne pas confondre avec le mal aux articulations dû à la grippe. Et donc, ce sont des manifestations du palu que nous connaissons déjà et nous savons les neutraliser. Tout comme la médecine moderne, il existe des moyens traditionnels pour se prévenir du paludisme. Oui, elle existe bel et bien. La preuve, c'est que vous et moi, je vois que vous êtes des années 90 peut-être, mais nous autres qui avons vécu avant que les hôpitaux ne soient répandus, moi je suis né dans la forêt de Kandoboudiala, donc à Mimongo, la prévention existe bel et bien. Ma maman a pris des médicaments pour être protégée contre le palu et on m'en a administré. Donc la prévention existe. Selon une étude menée en Afrique, 87,6% des ménages en cas de présomption du paludisme font de l'automédication traditionnelle. Nous restons dans la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Certains spécialistes de la médecine traditionnelle estiment que les soins à base de plantes sont complémentaires à la médecine traditionnelle. Pour plus d'édification, écoutons le tradipraticien François Mabende au micro de Maya Meza. Médecine traditionnelle, médecine moderne. Qui est médecine moderne? Qui est médecine traditionnelle? Moderne signifie actuel. Ça veut dire que la médecine que vous appelez être moderne est une médecine acceptée par vous qui vivez actuellement. Et la médecine traditionnelle n'est pas acceptée par vous.
Si, bien sûr, puisqu'elles nous traitent. Donc les deux médecines sont modernes, puisqu'elles sont actuelles. La relation doit bel et bien exister parce que la médecine que vous appelez moderne est une médecine qui se nourrit des plantes, de nos forêts, de nos herbes, de nos feuilles, de nos écorces d'arbres et autres, mais qui ne retire que des molécules de ces plantes. Et nous, médecine moderne, qualifiée de traditionnelle, nous utilisons les mêmes plantes, les mêmes écorces. Par exemple, la médecine que vous appelez moderne parle de cette plante artésienne, voilà. Ben, c'est une plante de nos forêts. Donc, il y a bel et bien cette relation, c'est que la médecine que vous appelez moderne, que moi je préfère appeler médecine venue de l'Occident, utilise les plantes. Nous, les traditionalistes, médecine moderne traditionnelle, parce que nous sommes actuels, nous utilisons des plantes. Voilà une relation. Maintenant, en termes de relations institutionnelles, il faut simplement que le ministère de la Santé réactualise le projet de valoriser la médecine traditionnelle de telle façon à ce qu'il y ait une collaboration étroite entre celle dite moderne et celle qualifiée de traditionnelle. La suite de cette édition d'information en éducation avec le Salon national de l'étudiant, les travaux d'orientation qui se déroulent à la Chambre de commerce de Libreville prennent fin demain. Cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise l'adéquation aux formations-emploi. Des précisions avec Ruth Matsanga. Le Salon de l'étudiant constitue une plateforme de rencontres entre élèves, étudiants et les professionnels de l'orientation, les universités, les grandes écoles, les entreprises et les représentations professionnelles. Étudiants, en ce qui concerne ce salon, je retiens que voilà, c'est vrai que c'est une première fois et ça nous a permis de faire la connaissance de pas mal d'autres universités que nous ne connaissions pas d'abord et le personnel aussi. Et ça nous a permis aussi de découvrir certaines filières peut-être que nous n'avions pas encore développées. Et voilà le mouvement et la connaissance de certains aussi, de certains collègues, de certains congénères en général. Pour les organisateurs, cette plateforme constitue un véritable enjeu qui devrait impacter la plupart des étudiants. La première fois que nous participons à ce salon, l'enjeu c'est d'abord de nous connaître du grand public et deuxièmement c'est d'attendre à ce qu'au retour de chez nous, à l'Institut supérieur Saint-Paul, nous puissions avoir le maximum d'étudiants qui nous auront rendu visite et qui auront apprécié un peu les offres de formation que nous mettons à leur disposition. Au terme de ce salon qui aura duré pendant 3 jours, les retombées sont à évaluer. Nous sommes à mi-parcours. Le salon se termine théoriquement demain et puis on verra ce que ça donnera en termes de retour d'ascenseur. Voilà, en termes de retour d'ascenseur parce que, bon, c'est vrai, il y a un peu de mouvement. C'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le retour d'ascenseur. Voilà, c'est-à-dire que le maximum d'étudiants à intégrer ou bien à solliciter les formations que nous mettrons à la disposition des élèves des terminales pour l'année prochaine 2023-2024. À court terme, les leçons immédiates à tirer de cette rencontre seront connues au cours de la cérémonie de clôture prévue ce jeudi 27 avril 2023. Sur un tout autre plan, nous parlons aujourd'hui de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Le thème de la présente édition, les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. En quoi les femmes jouent-elles un rôle important dans la transformation positive du monde? Herman Malaga nous en dit plus dans ce reportage. Célébration ce 26 avril de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Rappelons que la propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux créations intellectuelles ou immatérielles qui sont des biens incorporels. Elle se compose en droit français en 2 grandes parties du Code de la propriété intellectuelle, la propriété artistique d'une part et la propriété industrielle d'autre part. Cette année, le thème choisi pour la Journée mondiale de la propriété intellectuelle est « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer l'innovation
et la créativité. Il faut dire que les femmes, cette année, sont mises à l'honneur par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'objectif est clair, mettre les femmes inventrices et entrepreneuses en lumière au bénéfice de l'économie pour lutter contre les inégalités existantes dans ces secteurs et dont elles sont parfois victimes. Au Gabon, comme dans le reste du monde, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de l'utilisation de la propriété intellectuelle. Leur potentiel à innover est sous-utilisé. C'est pourquoi le travail de l'organisation de la propriété intellectuelle consiste à renforcer les capacités des femmes et consolider leur participation dans le leadership, un domaine dans lequel elles sont créatrices et innovantes. Le Gabon et les autres pays de la zone économique de libre-échange se concentrent sur les instruments juridiques afin de réguler la propriété intellectuelle sur l'ensemble du continent. C'est une question qui porte sur la sauvegarde des intérêts de chaque État membre et de ses populations, particulièrement les femmes, grâce à leur créativité, qui constitue un moteur essentiel de l'économie de l'Afrique. Activité présidentielle à présent, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et la première dame, Sylvia Bongo, en visite hier au commissariat d'Akanda. Objectif, constater l'application de la loi écouter les victimes de violences basées sur le genre. Plus de précision avec Priska Mugula. Le chef de l'État et son épouse, Sylvia Bongo Ondimba, en visite d'inspection au commissariat d'Akanda et spécifiquement au service de violences basées sur le genre. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de cette cellule, mais surtout exhorter les agents de police nationale en fonction dans cette unité d'accueil à plus de responsabilités dans la prise en charge judiciaire et psychologique des victimes de violences basées sur le genre. Nous nous sentons honorés d'avoir reçu le couple présidentiel, notamment au commissariat d'Akanda, parce que c'est une première dans notre service. Le programme Gabon et Égalité soutient énormément les forces de police nationale que nous sommes, avec l'appui de la Première Dame sur l'accompagnement des victimes des violences basées sur le genre. La promulgation de la loi 006/2021 a permis la création de cette division spécifique équipée d'un refuge. Cette antenne donne la priorité à toutes les victimes de violences sur le genre. Il faut noter que les actes de violence à l'encontre des femmes sont sévèrement réprimés par la loi. Les droits des femmes doivent être respectés. Pour ce faire, les agents de cette unité doivent établir une relation de confiance avec les usagers dès l'accueil. Quand les victimes arrivent, elles se présentent premièrement au poste de police et ensuite le poste de police les oriente vers le service et nous prenons le relais, soit dans l'accompagnement judiciaire, psychologique ou médical. De 2021 à 2023, 135 affaires de violences basées sur le genre ont été traitées au commissariat d'Akanda dans cette lutte contre les violences. Cette unité joue un rôle important car intervenant en premier en cas de détresse. Le programme gouvernemental Gabon Égalité assure le respect des droits des femmes et des hommes. La page étrangère de cette édition d'Information, l'Afrique du Sud a déclaré hier mardi qu'elle ne quittera pas la CPI après avoir pourtant communiqué dans ce sens plus tôt. Un rétropédalage qui suscite plusieurs interrogations. Des explications avec Raph Lignongo dans ce récit. L'Afrique du Sud restera ou ne restera pas membre de la Cour pénale internationale. Au vu des événements, la question prend tout son sens car il y a encore quelques heures, le président Ramaphosa annonçait avec assurance le souhait de son pays de se retirer de cette instance judiciaire internationale. Oui, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, ANC, a décidé qu'il était prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI. En grande partie à cause de la manière dont la CPI a été perçue comme traitant ce type de problème. Quelque temps après, le président Ramaphosa s'est ravisé, évoquant une erreur de communication de l'ANC, le parti au pouvoir. Alors que Pretoria doit accueillir cette année le sommet du groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie appelés les BRICS, la CPI a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine en mars, ce qui signifie que Pretoria se trouverait dans l'obligation de le détenir à son arrivée. L'Afrique du Sud avait déjà voulu se retirer de la CPI en 2016
Après une visite de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, Pretoria avait refusé de procéder à l'arrestation de ce dernier, également visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais le retrait de Pretoria avait été contrecarré par la justice du pays, qui avait estimé qu'une telle décision serait inconstitutionnelle. Puissance diplomatique africaine, l'Afrique du Sud refuse de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant adopter une position neutre pour être en mesure de jouer son rôle dans la résolution des conflits. Le statut de Rome définit les crimes internationaux sur lesquels le tribunal pénal international a un pouvoir juridictionnel, dont les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes d'agression, conformément aux amendements apportés en 2010. Les États partis au statut de Rome ont l'obligation juridique de coopérer pleinement avec la CPI. Ainsi, l'Afrique du Sud, qui a signé le 17 juillet 1998, puis ratifié et adhéré à cette convention internationale le 27 novembre de l'an 2000, n'a pas d'autre choix que de considérer les prescriptions de la Cour pénale internationale dont elle est un État parti. Les engagements de l'Afrique du Sud vis-à-vis de la CPI l'obligent à livrer le président Poutine, même si les autorités de Pretoria affirment que cette question est en étude. Le pays va-t-il le faire ou va-t-il dire qu'il n'en a pas le droit, puisque la Russie, comme le Soudan d'Omar el-Béchir en 2015, n'est pas membre de la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud se trouve donc partagée entre le respect des règles de la CPI et sa propre législation qui garantit l'immunité présidentielle. Il est important de rappeler que les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie remontent à l'époque de l'apartheid, le Kremlin ayant apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime raciste. Cap à présent en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a présenté hier son bilan. C'était devant les parlementaires réunis en congrès. Le taux de croissance pour l'année 2022 du PIB est estimé à 7,2%, malgré un contexte mondial émaillé par la crise. Le récit d'Alexandre Baoundo. Du président Alassane Dramane Ouattara qui s'est lancé sur le bilan des actions du gouvernement. Occasion pour celui-ci de saluer les performances de l'économie ivoirienne. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Après un taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion. Malgré un taux de croissance enviable pour la Côte d'Ivoire, le chef de l'État n'a pas omis de souligner le problème de la vie chère dont sont victimes les Ivoiriens. Le taux de croissance du PIB était de 7,4% en 2021. Il est estimé à près de 7%, c'est-à-dire 6,7% en 2022, et le taux d'inflation à 5,3%, l'un des taux les plus bas au monde, malgré les difficultés de pouvoir d'achat par rapport à un certain nombre de produits. Et pour ce qui est des conditions de vie de ses concitoyens, ADO a pris l'engagement de poursuivre un certain nombre de grands chantiers. Conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme je m'y étais engagé en 2011. Il faut dire qu'au-delà des aspects typiquement socio-économiques, le chef de l'État s'est prononcé sur l'actualité politique. Celui-ci propose l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. En revanche, certains députés de l'opposition affichent leur frustration. Ces derniers auraient voulu qu'Alassane Dramane Ouattara se prononçât sur les conditions des futurs scrutins. Au Kenya, les recherches de corps ont repris aujourd'hui dans la forêt de Shakahola, dans le pays où sont morts 90 membres d'une secte prenant de Jéné pour rencontrer le Seigneur Jésus. Le récit de Maya Meza.
Massacre de la forêt de Shakahola, voilà le nom qui a été donné à la macabre découverte survenue au Kenya. Des membres d'une secte qui ont été retrouvés sans vie après avoir été incités à suivre un jeûne extrême destiné à les faire rencontrer Dieu. Mais que sait-on sur ce drame? Ce qui s'est passé ici, c'est la découverte de crimes graves contre la loi kenyane et contre le droit international. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une affaire sérieuse. Le pasteur autoproclamé à l'origine de ce jeûne est Paul Mackenzie, ancien chauffeur de taxi et à la tête de son église Good News International Church, déjà arrêté en 2017 pour radicalisation et bien d'autres faits. Le gouvernement du Kenya fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que M. Mackenzie et tous ceux qui l'ont aidé à commettre ce crime odieux soient condamnés. Qu'ils soient condamnés à la peine la plus sévère et la plus douloureuse qui soit. Quel est le bilan? Jusqu'à présent, nous avons également secouru un certain nombre de personnes, dont 3 ont été secourues aujourd'hui, ce matin. Et je pense que le chiffre actuel est d'environ 34, des personnes qui ont été sauvées vivantes. Au vu du nombre de corps retrouvés, une pause a été opérée dans les recherches de fosses communes dans les 2 prochains jours, pour avoir le temps de mener les autopsies car les morgues sont pleines. Au total, les fosses communes pourraient être dispersées sur 325 hectares. En Libye, le bilan s'alourdit au large de côtes libyennes. Au moins 34 corps de migrants tentant de regagner l'Europe ont été découverts depuis le naufrage de mercredi dernier, alors que d'autres ont été secourus. Le récit est signé Aïcha Akwe. Mardi matin, les autorités libyennes ont été averties de la présence de 11 cadavres, dont 10 hommes et une petite fille, flottant dans l'eau à quelques mètres du rivage de la ville de Garabouli, située à 50 km à l'est de Tripoli. Au total, 34 corps découverts depuis le naufrage de mercredi dernier. 4 personnes au moins ont regagné à la nage la plage du phare de Garabouli. Au bord du bateau sinistré se trouvaient des Égyptiens, des Pakistanais ou encore des Bangladais d'après les passeports montrés par des rescapés. Dans la soirée, les gardes-côtes ont effectué une seconde mission pour secourir au total 61 migrants à bord d'une autre embarcation en détresse au large de la même ville. Et selon les rescapés, l'embarcation qui transportait environ 80 migrants a coulé à proximité des côtes. Par ailleurs, dans le pays voisin, les gardes-côtes tunisiens ont annoncé lundi avoir retrouvé sur le rivage 31 corps de migrants subsahariens en décomposition rejetés par la mer. Les autorités ont aussi annoncé lundi que 5 migrants d'Afrique subsaharienne avaient péri noyés dans 2 naufrages séparés au large de la Tunisie ces dernières heures. Le chaos qui a suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, de pays arabes et d'Asie du Sud cherchant à rejoindre l'Europe par les côtes italiennes. Nous abordons la page sport de ce journal. Quelques jours après son élection à la tête de la fédération gabonaise de boxe, Bonaventure Ndego Mafumbi et son bureau ont été introduits avant-hier à la Confédération africaine de foot, à la Fédération africaine de boxe, par le vice-président Azania Omo au comité national olympique. Ils ont été reçus par Christian Pambo en vue de sa réhabilitation au sein de cette institution, 7 ans après son retrait. De précision avec Jeremy Goma. Le comité national olympique du Gabon va certainement songer à reprendre la fédération gabonaise de boxe depuis l'élection de son nouveau président élu, Bonaventure Ndego Mafumbi. Pour mémoire, après l'élection en mars 2017 d'Alfred Bongo Ondimba à la FEGABOX, le comité national olympique de l'époque, dirigé par Léon-Louis Folquet, avait sanctionné lourdement la FEGABOX en retirant cette fédération de ses associations membres. Quelques années après,
les choses semblent rentrer en ordre avec l'élection de Bonaventure Nzigou Manfumbi, le nouvel homme fort de la FEGA Boxe. Après son élection à la Fédération gabonaise de boxe, Bonaventure Nzigou Manfumbi et son bureau ont été introduits le lundi dernier par le vice-président de la Confédération africaine de boxe, Azania Omo Agege, par Crezon Pombo en vue de sa réhabilitation au sein de cette institution, 7 ans après son retrait, à l'heure où la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 se profile déjà à l'horizon. C'est à juste titre que le vice-président de la Confédération africaine de boxe s'est rendu au siège du Comité national olympique pour rencontrer son président Crezon Pombo et son équipe, mais aussi de leur présenter le tout nouveau bureau de la Fédération gabonaise de boxe élu. En dressant le point de l'élection d'il y a quelques jours, Azania Omo Agege a donné les raisons de cette visite, celle de savoir si tous les règlements ont été respectés. Crezon Pombo a été très attentif aux explications de son interlocuteur, a par la suite réagi aux interrogations de son interlocuteur, car l'homme fort du Comité national olympique a quant à lui rappelé qu'une élection doit répondre à des normes. Point final à cette édition d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.